Et notre invité ce soir, c'est Tarek Ramadan. Bonsoir. Bonsoir. Théologien, islamologue, professeur à Oxford. Vous dirigez aussi le Centre pour la législation islamique et l'éthique, une structure financée par le Qatar. Je vais vous interroger, bien entendu, sur ce qui se passe en Égypte et en Syrie. Mais d'abord, parlons de la France. On évoque beaucoup une montée des actes anti-musulmans en France, tout comme les actes antisémites. Depuis l'affaire Mohamed Merah, à quoi est-ce dû, selon vous? Est-ce que c'est dû à la montée des extrémismes ? Non, je pense que malheureusement, ce qui est en train de se passer, alors les actes antisémites, on les connaissait, c'est pas nouveau. Les actes islamophobes, ils sont pas moins graves. Hein, ils sont pas moins graves. Il faut pas comparer les racismes, il faut simplement les déplorer et lutter contre. Ce qui est en train de se passer malheureusement en France, et qu'on constate depuis un certain nombre d'années, c'est que de controverse en controverse, tous ces discours que l'on a, toutes ces polémiques que l'on a ici sur la question du foulard, là sur la viande halal, là sur ont développé une atmosphère qui est extrêmement lourde en France et finalement la visibilité, parce que l'histoire fait qu'il y a une visibilité des musulmans en France aujourd'hui, contrairement à ce que l'on dit, non pas parce qu'il y a un nouveau communautarisme, mais parce que les jeunes filles et les jeunes hommes sont en train de sortir des ghettos sociaux, sortir de la banlieue, plus visibles, et donc cette visibilité-là produit malheureusement, avec cette atmosphère-là, des actes islamophobes qu'il faut aujourd'hui constater, dénoncer, condamner. Alors, vous employez le terme islamophobe, que je n'ai pas employé, parce que pour moi, il s'agit d'actes anti-musulmans. Qu'est-ce que c'est pour vous être islamophobe ? Le mot islamophobe, d'abord, contrairement à ce qu'on a dit, même le ministre de l'Intérieur s'est trompé en citant Caroline Fourest sur l'origine du mot qui serait iranien. Pas du tout. Les instances européennes l'utilisent, les instances partout dans le monde anglophone, on l'utilise. Et dans le monde francophone, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on s'en prend, de la même façon que certains ont utilisé le mot de judéophobie, quand on s'en prend à des musulmans et à des musulmans parce qu'ils sont musulmans, au-delà de ce qu'ils font et au-delà de ce qu'ils peuvent penser, le seul fait d'être musulman devient une caractéristique aggravante et on parle d'antisémitisme. Donc pourquoi est-ce que l'islamophobie serait une chose différente ? Est-ce que ça veut dire que quand on dit que la loi en France interdit aux femmes d'être voilées, on est islamophobe ? Non, ça c'est pas du tout ça dont on parle. C'est-à-dire que c'est une loi qui est une loi, à mon sens, discriminatoire, discriminante. C'est la loi française. C'est la loi française, mais il y a des lois. Vous savez, la loi sud-africaine de l'apartheid était une loi et on peut la contester quand elle était pour l'apartheid. Donc en l'occurrence, c'est une loi, mais on peut, comme citoyen, la contester. Ça, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais quand aujourd'hui vous avez des situations où vous avez un racisme structurel sur le marché de l'emploi, parce que vous avez un nom à consonance arabe ou parce qu'il est considéré comme musulman, quand vous avez des femmes qui portent le foulard qui ne peuvent pas trouver de l'emploi, sur le marché de l'emploi, ça s'appelle en l'occurrence de la discrimination. Et ça, c'est du racisme structurel. C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, la question de la critique de la religion musulmane et de ses valeurs, oui. On ne parle pas du tout. L'islamophobie, ça veut dire qu'on ne peut pas critiquer pas du tout. Ça veut dire pas que du tout. Quiconque critique est islamophobe. Non, ça c'est une définition extensive du mot islamophobe. Par islamophobie, j'entends ce que vous entendez quand vous dites racisme anti-musulman. C'est de cela dont il s'agit. Mais quand on critique la religion musulmane ou quand on dit qu'on n'est pas d'accord avec certaines valeurs, ça c'est un discours critique et il est légitime et il faut l'ouvrir. Un mot quand même de Marine Le Pen. Je vous en parlais tout à l'heure. On s'aperçoit qu'elle est à la 3e marche du podium dans les sondages de popularité. Est-ce que vous pensez que ça contribue au climat en France ? Bien sûr, je pense que Marine Le Pen, j'ai débattu avec elle, et elle reprochait en l'occurrence aux citoyens français de confession musulmane de continuer à avoir des noms à consonance de là-bas. Elle joue sur la question de l'immigration, confond l'islam avec la question de l'immigration, comme si en étant musulman, on est forcément étranger ou pas complètement citoyen français. Elle entretient l'amalgame, malheureusement. Elle fait bien la différence. Elle fait bien la différence. Entre ce que vous dites là, les citoyens. Non, elle entretient. Non, c'est beaucoup plus subtil que ceci, c'est-à-dire que parce qu'elle est plus subtile que son père, mais elle a la même substance quant au discours. C'est-à-dire que le dessous du discours, c'est certes de parler de citoyenneté française, mais de laisser entendre que l'islam est une religion étrangère à la France. Et ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes musulman et citoyen, vous êtes toujours un peu trop musulman pour être un bon citoyen. Ça, c'est de l'amalgame. Alors, elle ne fait pas la différence là-dessus. Elle entretient l'amalgame sur le fait que l'islam serait la religion des anciens immigrés. Il faut dire aujourd'hui, répéter, et c'est pour ça que j'en veux à la classe politique, à gauche comme à droite, qui réagit aux propos de Marine Le Pen et du Front National, de ne pas être suffisamment clair sur ces questions-là, en disant l'islam est une
religion française, des citoyens français de confession musulmane doivent pouvoir jouir des mêmes droits et d'une citoyenneté complètement égalitaire. Est-ce que vous êtes prêt, Tariq Ramadan, à accorder votre soutien à l'imam Chalgoumi, qui a été menacé de mort, passé à tabac à Tunis par un intégriste qui lui reprochait de vouloir dialoguer avec les organisations juives? L'imam Chalgoumi et les agressions, il faut les condamner. Je serai de son côté contre ces agressions, mais je suis complètement opposé à ses positions, à sa pensée et au fait que... Non, c'est pas une pensée de tolérance, c'est une pensée de compromis. Et je vous dirais, si vous regardiez ça, contrairement à ce que l'on dit, si vous regardiez son parcours, d'un double discours. Lui, en l'occurrence, il a un double discours. C'est ce qu'on dit de vous aussi. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que vous ne le trouverez pas chez moi, ce double discours. Mais sur son parcours à lui, vous verrez que ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il présente comme islam n'est absolument pas... D'abord, il a absolument aucun soutien. C'est quelqu'un que l'on invite dans les médias, mais qui n'a pas du tout de soutien sur le plan de la base. Donc, maintenant, vous me posez une question. À ceux qui l'ont agressé, ceux qui l'ont agressé ont eu tort et ça n'est pas acceptable. Quant à sa pensée, elle est discutable et il faut en contester le fondement. L'Égypte, vous avez été formé par les frères musulmans. Je rappelle que votre grand-père a été le fondateur. Votre grand-père a été le fondateur de la confrérie en Égypte en 1928. La confrérie qui a été interdite d'activité après la destitution du président Morsi. L'échec des frères musulmans est tangible, est palpable. Quelle leçon vous tirez de ce fiasco ? Écoutez, d'abord, la façon dont vous me présentez, vous avez été formé. Moi, je viens de la famille qui est la mienne. Maintenant, si vous lisiez, ne serait-ce que le dernier livre où je parle du réveil arabe, je me prends clairement des positions. J'ai été extrêmement critique par rapport à ce qu'ont été les 2 dernières années, en l'occurrence, par rapport à l'exercice du pouvoir des frères musulmans avant comme après. Donc ça n'est pas la question. Maintenant, il faut avoir une position de principe. Et il faudrait aussi qu'on l'ait en Occident. Il y a eu d'énormes erreurs dans l'exercice du pouvoir des frères musulmans. Il y a eu le fait de ne pas s'ouvrir, suffisamment à la population et aux différents partis, et d'avoir joué la polarisation, d'ailleurs en l'occurrence avec les laïcs ou sans intégrer suffisamment les coptes. Là, il faut qu'on soit extrêmement clair, il y a eu des erreurs. Mais rien, jamais, pour un esprit démocrate, ne peut justifier de soutenir un coup d'État militaire qui est suivi par la mort de milliers de manifestants non violents. Et en l'occurrence, ce qui est en train de se passer, torture, emprisonnement, voire exécution sommaire, il faut qu'on le condamne. Donc, parler de ceci. Quand on vient vers moi et qu'on me dit est-ce que l'islam est soluble dans la démocratie, je dis si vous regardiez l'histoire et si vous regardiez les sociétés majoritairement musulmanes, que ce soit en Afrique ou que ce soit du Sénégal à l'Indonésie en passant par la Turquie, vous verriez qu'il y a quand même des processus démocratiques. La vraie question, elle n'est pas celle-ci. Vous en appelez à la démocratie, mais la démocratie n'est pas le but des frères musulmans. C'est un moyen d'appliquer la théocratie, puisque leur devise, c'est le Coran et notre Constitution. Non, mais je crois que, bon, là, d'abord, vous simplifiez, et je ne vais pas me faire le partisan de leur thèse, puisque je vous dis que j'en suis le critique. En l'occurrence, dire que les islamistes, tous les islamistes utilisent la démocratie pour appliquer une théocratie, vous disiez il y a 12 ans la même chose sur les Turcs, et ils sont en train de vous prouver qu'en matière démocratique, eux, ils ont réussi à faire une chose, c'est à se libérer du poids de l'armée, qui souvent était soutenue par l'Occident. Et qui soutient l'armée aujourd'hui en Égypte? Eh bien, les États-Unis, comme malheureusement l'Union européenne. Alors, il ne faut pas donner des leçons. La théorie du complot. Mais pourquoi la théorie du complot, mademoiselle? C'est la réalité de soutien. 1,3 milliard de dollars. C'est un complot, ça, ou c'est un chiffre? Pourquoi est-ce que vous réagissez de cette façon-là? C'est pas du tout une théorie du complot, ce sont des chiffres. Même les Américains, même Barack Obama dit qu'il soutient. Et quand je cite Barack Obama qui dit qu'il soutient, en l'occurrence, ce serait du complot. L'Union européenne ne soutient pas, n'a pas soutenu Moubarak. C'est du complot, ça? Non, je suis désolé. Si vous faites du journalisme en pensant qu'on les fait, quand on les cite, c'est du complot, quand on les rappelle, eh bien, je ne vais pas pouvoir discuter avec vous parce que tout ce que je dirais quand il s'agit d'être objectif sera du complot dans votre oreille. Une dernière question. La religion et la politique sont-elles compatibles, à votre avis? Il ne faut pas les mélanger. Et j'ai dit dans le dernier livre, et j'ai depuis 20 ans, je le répète, la séparation de l'autorité du religieux et de l'autorité de l'État, elle est et doit être un principe sur lequel il n'y a pas à discuter. Maintenant, le fait qu'il y ait des références et de l'éthique et des références, ça, c'est une question qui existe même dans la société française. La société laïque française, elle est inspirée par une culture chrétienne depuis longtemps. Donc cette idée qu'on aurait une société où tout serait étanche ne veut rien dire. Par contre,
tout dogmatisme, toute imposition religieuse qui ne respecterait pas le choix des peuples est une chose qu'il faut absolument condamner et à laquelle il faut s'opposer. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que de là où nous sommes en tant que citoyens occidentaux, quand les peuples décident démocratiquement d'élire des gens qui ne font pas toujours plaisir, il faut aussi les respecter, n'est-ce pas? C'est ça la démocratie. Ramadan était notre invité dans Tir croisé sur iTélé. Dans un instant, la suite avec 20h Foot, Pascal Praud, une spéciale PSG. Bonne soirée à tous.